Monsieur Giovanni. Merci, Président. J'ai au moins deux raisons d'être très heureux d'être ici aujourd'hui. D'une part, j'étais venu l'an dernier pour... Ça va, ça suffit, c'est assez fort? Je vais passer au pupitre. Je voudrais avoir le paperboard. Ouais. On va mettre mon ordinateur aussi. Je peux vous... Je vais l'enlever simplement. C'est à vous ça? Non, non. Voilà, comme ça. J'ai le mien pour m'aider, c'est tout. Vous avez besoin d'une présentation? Oui, mais je la projette pas. Non, non, je la projette pas. Ben non, j'aurais su. J'avais commencé les projections, puis on m'a dit... Enfin, j'ai mal interprété, peu importe. Il me faudra un micro aussi portable parce que je pense utiliser le paperboard pour vous... Bon, je vais commencer là en tout cas. Mesdames, Messieurs, donc j'étais venu l'an dernier pour vous parler de la révolution, de l'analyse économique de la révolution, de la façon dont se passaient les transitions. Et maintenant que je vois que vous en êtes au troisième stade, c'est-à-dire la reconstruction d'un nouvel État plus solide, plus efficace, et qui vous mènera vers des perspectives plus radieuses. Donc, et puis je suis très heureux puisque parler devant des experts comptables, on a l'impression d'être l'expert des experts, et donc ça rassure. Deuxième raison, c'est d'être ici venu à Sfax, parce que la première fois que je suis allé en Tunisie, et même en Afrique du Nord, c'était en venant à Sfax direct, à l'aide d'un avion à hélice, on ne donnait pas le parachute avant de monter, mais presque, et surtout quand il atterrissait sur l'ancienne piste d'atterrissage de Sfax, faisait avec le bruit des hélices et le mouvement des hélices des nuages de poussière extraordinaires. On avait l'impression d'être au Sahara dans une tempête de sable. Donc vous voyez que ça marque. Et je m'étais dit en descendant de l'avion, bonjour la Tunisie, intérieurement. Et j'ai eu l'occasion de dire bonjour à nouveau et rebonjour à la Tunisie, mais ça a toujours été avec grand plaisir. Et c'est pour ça que je suis heureux de vous parler des problèmes de décentralisation. Il n'y a pas eu une connexion complète sur la nature de mon intervention. Donc, je vous fais ce que j'avais prévu, bien sûr. C'est essayer de puiser dans la littérature économique les principaux éléments qui peuvent aider à la compréhension du phénomène de décentralisation. En effet, la décentralisation, ce n'est pas seulement un problème de technique administrative, ce n'est pas seulement un problème de technique juridique, ni un problème de politiste. C'est aussi, au fond, un problème économique. Et j'allais dire que plus que toute autre décentralisation, la décentralisation en Tunisie présente un aspect économique fondamental. Vous l'avez répété, Monsieur le Président. La révolution a démarré dans les régions, dans le centre des terres, et pour des raisons assez claires, qui étaient liées à la différence de position entre certains gouvernorats par rapport à d'autres. Donc, vous voyez que c'est pas seulement organiser la décentralisation pour mettre le citoyen au centre de... etc. C'est vrai, c'est ce qu'on fait dans une décentralisation, pardon, c'est vrai, mais dans votre cas, c'est aussi, ça doit être un instrument de suppression en longue période, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, mais il faut mettre en place des institutions qui permettent de résoudre à long terme le problème de la dualité géographique qui est apparue à l'occasion des événements que vous savez en 2011.
hein, qui s'est confirmé, parce que c'était déjà assez sûr. Donc, ma première idée, c'était ça, vous dire, l'économie compte, et vous devez penser, dans les structures administratives que vous allez mettre en place, aux conséquences économiques de ces structures. C'est un élément fondamental, parce que ce n'est pas une décentralisation comme n'importe quelle autre, comme on en a fait en France à un moment, ou comme on en a fait dans d'autres pays. C'est une décentralisation avec un objectif économique prioritaire. Et ça, c'est fondamental, de voir ce qu'on peut faire avec la dualité pour la faire disparaître, bien sûr. Bon, d'autre part, je voudrais dire qu'en disant que c'est un phénomène économique, vous savez, les économistes sont les gens qui voient toujours le mauvais côté des choses. Bien sûr, il y a toujours des avantages et des coûts dans les choix. C'est l'humanité, c'est le choix humain. Hein, s'il n'y avait pas de choix, si tout était merveilleux ou si tout était abominable, on n'aurait pas besoin de décider, on n'aurait pas besoin de théorie de la décision. Donc là, je vais voir quand même quelques éléments qui sont dans la décentralisation, qui sont, j'allais dire, des mises en garde, des prudences qu'il faut avoir, et que, à cause de l'expérience acquise antérieurement, ailleurs, mais aussi à cause des analyses théoriques qui ont été faites du problème. Ça, c'était mon premier point, décentralisation et économie. Le deuxième point, c'est l'influence. On ne fait pas de la décentralisation de la même manière dans des pays lorsqu'ils sont de tailles très différentes. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi en France, en Tunisie, en Allemagne, la police était centrale, hein, il y avait une police nationale et très très peu de police locale, et pourquoi aux États-Unis, au contraire, la police était décentralisée en ce sens que, selon les 50 États américains, il y avait des forces de police qui étaient beaucoup plus fortes que les forces de police fédérales. Pourquoi? Eh bien parce que, et si j'avais mon paperboard, je ne vais pas courir là-bas, non? Oui, c'est mieux. Bon, la police, c'est ce qu'on appelle un bien public ou un bien collectif. Vous avez déjà entendu parler de ça. Hein, c'est quelque chose, si on le donne à quelqu'un, à l'un, on doit le donner à tout le monde. Mais bien sûr, selon la taille de la zone géographique qui est couverte, ah oui, il ne faut pas vous... Mettez-le par là. Puis de toute manière, si je parle et si j'évite de penser, moi, à la grande marche, j'essaierai de rester debout, mais ce sera difficile. Oui, oui, ça va, c'est parfait. Donc, la police, eh bien, on s'aperçoit que, en fonction, pour simplifier, de la population, mais aussi de la géographie, c'est lié, on s'aperçoit que le coût moyen, ça devant des experts comptables, il n'y a pas de problème, le coût moyen est décroissant. Plus on offre les services de police à un nombre important d'individus, et moins ça coûte cher, pour une même qualité de police. Donc vous comprenez, en revanche, au bout d'un certain temps, ça remonte, pour tout un tas de raisons. Lorsque vous avez la population américaine, 200, 300 et quelques millions, je ne sais plus combien, vous arrivez à peu près là. Pardon, on n'est pas là. Vous arrivez là, pardon. Vous voyez que la population américaine est finalement, compte tenu des coûts croissants dans la partie de la deuxième zone, on a intérêt, la collectivité a intérêt à fournir les services de police à un niveau inférieur qui est l'État. Et même d'ailleurs, il vaudrait mieux arriver à ce niveau inférieur, à condition... bon, là, c'est l'État américain, là, c'est le gouvernement fédéral, et vous voyez qu'à ce moment-là, les forces de police seront plus importantes, seront plus efficaces lorsqu'elles seront faites de façon décentralisée au niveau des États. Si vous prenez la France, alors disons que pour que ça marche, il faut être 100 millions. Vous prenez la France, on est à 60 millions. Et bien sûr, si on était 200 millions, on viendrait là, mais comme on ne peut pas faire autrement, la police va être nationale parce qu'on n'a pas la dimension suffisante
pour pouvoir offrir ce bien collectif au niveau d'autre chose. Donc, vous voyez, la taille peut être quelque chose qui est très coûteux pour un pays, dans certains cas. Mais on verra qu'on peut retourner le problème. La Tunisie, vous êtes à 10. Donc, il me semblerait difficile de faire une police par gouvernorat, si on les gardait. L'autre élément, ça ne veut pas dire qu'un pays, parce qu'il est de petite taille, n'a pas la possibilité d'offrir les biens collectifs de façon optimale. La raison en est simple, c'est qu'il peut signer des alliances. Le fait d'être grand vous permet de temps en temps d'atteindre la taille à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, etc. Et le fait d'être petit, bien sûr, vous n'avez pas la taille optimale, mais vous pouvez vous allier avec d'autres. Alors ça, c'est très connu, c'est le parapluie atomique pour les Belges. Vous voyez que le gouvernement belge n'avait pas la possibilité de se construire un parapluie atomique. Et l'adhésion, les Belges ont réussi à adhérer à l'OTAN, qui, dans les années 70-80, était dans une circonstance particulière. L'État, on a pu faire un parapluie belge avec l'OTAN, et ils ont adhéré à l'OTAN à un coût très très inférieur, même pour les États-Unis, du parapluie atomique. Donc, alors ça c'est vrai pour les alliances atomiques parce que c'est connu en termes militaires, mais c'est vrai aussi dans toutes les alliances. Ce n'est pas parce que vous êtes petit, vous ne pouvez pas arriver à l'optimum à condition de vous entendre avec d'autres sous forme d'alliance. Oui, l'ennui de faire ça, c'est que... Ah ben, je suis mal parti, là. Pardon, je suis... Ça va jusque-là. Vous savez, c'est ce qu'on doit dans un film célèbre américain. Je connaissais un homme qui descendait du 10e étage. Au 9e étage, il disait « ça va ». Jusqu'ici, ça va au 8e. Bon, mais là, ça va. Je vais retrouver ça dans... Ce que j'espère, c'est... ça s'arrête. Bon. Vous voyez le problème, la taille n'est pas un inconvénient, mais à condition de bien la gérer, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Charge. Maintenant, les différences entre fédération, confédération, décentralisation, séparatiste. Ça me fait plaisir, enfin plaisir, l'actualité, hein, c'est de parler aujourd'hui de ces problèmes, puisque vous savez qu'on vote en Écosse, aujourd'hui, et qu'on saura ce soir si le Royaume-Uni n'est pas coupé en deux, enfin, ou un tiers, deux tiers. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un pays, à l'intérieur d'un pays, vous allez voir apparaître des tensions séparatistes? Et qu'est-ce qui va faire que dans un autre pays, en Europe par exemple, vous allez avoir des tensions fédérales, c'est-à-dire le fait que ou confédérales. Dans le cas de l'Europe fédérale, il faut que les États qui adhèrent à une fédération renoncent à une partie de leur souveraineté. Dans le cas d'une confédération, alors je sais que les politistes français n'aiment pas qu'on parle de l'Europe en disant que c'est une confédération, mais c'est une confédération. Ce qui se passe, c'est que personne, aucun des États, ne renonce, ou du moins il renonce à minima, à sa souveraineté. Donc on a des États qui sont à l'intérieur de l'Europe et qui, pour se mettre d'accord, doivent tous ensemble d'accord. Et tous ensemble d'accord, dans une confédération, bien sûr, ils ne veulent pas, ils disent ça, c'est ma souveraineté, ne faites pas. Et le fait de se mettre d'accord, ça entraîne des consensus de mauvaise qualité. Ça entraîne du temps passé à trouver ces consensus. Vous voyez que la Confédération européenne, puisque actuellement c'est ça, a des problèmes. Et on l'a bien vu pendant la crise de 2008-2010,
ce n'est pas que les gouvernements ont mal agi, c'est qu'il y avait des structures institutionnelles qui ne permettaient pas de prendre vite les décisions qui s'imposaient. Quand vous avez des crises financières, il faut prendre des décisions rapides. Et là, on a vu que le système institutionnel n'a pas fonctionné. Alors, à partir du moment où le point d'équilibre confédération s'arrête, attends, je vais taper là-dessus parce que ça, oui, c'est un point d'équilibre qui est instable. C'est-à-dire que la confédération, ou bien européenne, va aller vers plus de fédéralisme, mais ça va être difficile, ou bien elle va aller vers quelques séparatismes, quelques départs, ça c'est pas impossible. Donc vous voyez que savoir où se fait la décentralisation, à quel niveau, est quelque chose d'essentiel. Surtout pour obtenir des consensus de bonne qualité. Il ne faut pas toujours dire il faut le consensus. Quand vous avez à décider dans une entreprise, dans une administration, ce n'est pas nécessairement avoir le consensus. Parce que d'abord, le consensus, c'est un consensus révélé. C'est ce que les gens vous disent. Je peux vous dire, parce que j'ai eu cette expérience malheureuse dans ma vie de haut fonctionnaire, lorsque je faisais un peu du haut fonctionnariat. J'avais la première décision à prendre, c'était répartir les bureaux. Et dans l'ancienne école polytechnique, on va répartir les bureaux. Je vous assure qu'il y a un poids historique très fort. J'arrivais, j'avais tous mes directeurs devant moi, et au bout d'un certain temps, j'avais réussi à leur faire accepter à chacun un bureau. Et je me suis dit, t'es formidable. C'est vraiment, pour commencer, j'avais fait un tour de force. La seule chose que je n'avais pas vue, c'est que tout le monde est disant, on ne va pas dire non devant le patron, le nouveau patron, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter au-dessus. Et donc est redescendu du ministre un certain nombre de plaintes de gens qui se plaignaient de ne pas avoir les bureaux alors qu'ils avaient dit chez moi qu'ils avaient fait. Donc vous voyez, de façon générale, chercher le consensus, c'est bien, mais le trouver à tout prix, c'est parfois farcer trop les gens au point tel que stratégiquement, ils ne vous disent plus la vérité. Et ça, c'est important de savoir. Bon. Alors, dans la Confédération, s'il y a une chose intéressante qui est apparue, c'est le principe de subsidiarité en Europe. C'est-à-dire, vous voyez d'ailleurs comment c'est la souveraineté des États qui prédomine. L'Europe, la Commission européenne et le Parlement européen ne doivent rien faire qui ne puisse pas être fait à l'échelon inférieur. Si on peut substituer une action du Parlement européen vers les États, alors il faut le faire. Vous voyez que c'est ça, c'est une exploitation du concept de subsidiarité dans un univers de confédération qui est tout à fait intéressant. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, parce qu'en fait, je suis plus long que ce que je pensais. Alors, ensuite, décentralisation, instruments et objectifs. Alors, on vous a tous dit, dans les cours d'économie élémentaire, il y a des instruments et des objectifs, et on vous a tous parlé de la fameuse règle de Tinbergen. Il faut avoir autant d'instruments que l'on a d'objectifs. Alors, d'abord, cette règle n'est pas vraie si vous pensez que les décideurs sont des gens parfaitement informés et parfaitement bienveillants. S'ils cherchent tous les matins en se levant à maximiser le bien-être collectif. Donc, dans ces cas-là, s'ils ont toute l'information, s'ils sont bienveillants, pas de problème, vous allez utiliser tous les instruments dont vous disposez dans une collectivité pour maximiser le bien-être collectif. Mais la plupart du temps, on ne sait pas ce que c'est que le bien-être collectif. On en a une vision très vague. On sait que ça concerne quelques objectifs particuliers entre lesquels on va arbitrer. Et donc, la première chose, ce n'est pas d'essayer de dire que va-t-on faire pour décentraliser, c'est quels objectifs on va poursuivre, quels sont les premiers objectifs que l'on va poursuivre en matière de décentralisation. Alors si je prends le cas tunisien, je pense que parmi les objectifs prioritaires, il y en a un qui doit être présent, c'est celui de la dualité économique
dont on a parlé. À la limite, il y aurait des gains de très longue période qui peuvent arriver, effectivement, participation des citoyens, démocratie locale, tout ça sont des choses très très intéressantes. Mais l'immédiateté des choses fait que dans le cas tunisien, ce qui doit être en priorité, c'est l'objectif de réduction de la dualité, c'est-à-dire un objectif économique. Bon, il y a d'autres objectifs, vous avez des objectifs de croissance. La Tunisie a une position, a eu des taux de croissance considérables dans les décennies précédentes, qui la mettait presque au plan d'un pays émergent à la chinoise, peut-être pas à la chinoise, mais au moins à la brésilienne, en plus petit, modèle réduit. Mais c'est un avantage, car vous savez que quand vous êtes dans un pays, un petit pays, vous avez des avantages parce que vous êtes plus souple, vous réagissez plus vite. Hein? On a dit « big is beautiful », mais en fait, c'est plus vrai maintenant, avec les inventions technologiques, les créations, etc. C'est « quick is beautiful ». Si vous avez un petit pays qui est capable de s'adapter rapidement à la demande mondiale, celui-là, il remportera des batailles sur les plus gros bataillons des plus grands pays. Et donc, ça lui permettra d'atteindre un taux de croissance très élevé. Je crois que la Tunisie doit penser à cet objectif-là, un objectif de croissance continue en longue période, qui est d'ailleurs pas du tout incompatible avec l'objectif de disparition de la dualité au niveau des gouvernorats. Donc, on a ces objectifs, on va les prioriser, et puis maintenant, on va se demander quels instruments va-t-on donner à l'institution décentralisée. Alors, on peut supposer que la décentralisation sont les objectifs qu'on vient de fixer, la dualité, un taux de croissance que vous voudrez. Et puis maintenant, quels instruments on va mettre? Alors, on peut donner, bien sûr, des instruments de politique publique aux organes décentralisés, mais à une condition, que ces instruments soient ce qu'on appelle des instruments sélectifs, pardon. Et non seulement sélectifs, des instruments qui soient particuliers à un objectif. Vous pouvez donner aux régions des moyens pour faire des choses, mais il ne faut pas que, par exemple, je ne sais pas moi, lever des taxes ou faire des transferts, mais il ne faut pas que ces taxes et ces transferts aient des conséquences pour les autres régions. Parce qu'à ce moment-là, ou des conséquences pour le pays dans son ensemble, parce qu'à ce moment-là, vous voyez que les décideurs locaux vont décider en fonction des intérêts de la localité. La localité, ça peut être le département, le gouvernorat, la région, ce que vous voudrez. Et donc, ils ne vont pas tenir compte dans leurs calculs, même s'ils sont les mieux informés, les plus bienveillants possibles, ils ne vont pas tenir compte des conséquences de leurs décisions pour les autres régions et pour l'ensemble du pays. Donc, aussi longtemps que les instruments ne sont pas suffisamment sélectifs, alors on ne peut pas leur donner ces instruments aux organes décentralisés pour qu'ils poursuivent certains objectifs particuliers. Alors, hélas, les instruments qui sont spécialisés comme ça, qui sont particuliers à un objectif, sont très rares. Le problème, c'est que s'il faut autant d'instruments qu'on a d'objectifs, il ne faudra pas beaucoup, comme on aura du mal à trouver les instruments, on devra prendre un petit nombre d'objectifs. L'erreur dans les grands programmes, l'erreur ou le côté moins efficace, dans les grands programmes de changement, c'est qu'on ne sait pas quelle est la stratégie dans le temps. Qu'est-ce qui va être un élément déterminant pour ce choix? Et ce qui est nécessaire, c'est faire attention quand on donne des instruments et des objectifs aux collectivités locales, qu'il n'y ait pas d'interdépendance et qu'il n'y ait pas non plus, bien sûr, des problèmes locaux où on poursuit des objectifs étroits alors qu'on devrait poursuivre des objectifs plus élevés. Bon. Dernière chose, puisque j'ai beaucoup parlé finalement. Je vais m'arrêter, Monsieur le Président, mais sur seulement un dernier point.
En gros, ah bah tenez, je vais faire un graphique. Et vous allez voir, c'est un beau graphique. Les économistes aiment bien les graphiques, hein. Je suis désolé. On va prendre toujours des problèmes de coûts. On va mettre des coûts moyens pour simplifier. Et puis, on va mettre le degré de décentralisation. Jusqu'à quel point doit-on décentraliser? Jusqu'à quel point doit-on donner des pouvoirs? Et vous voyez que là, il y a deux facteurs qui vont jouer en sens inverse. D'abord, plus le degré de décentralisation est fort, et plus vous aurez des coûts d'information faibles. Si vous êtes sur le terrain, dans une petite zone, vous saurez ce qui se passe. Donc les coûts d'information vont être comme ça. En sens inverse, plus vous aurez des collectivités petites, et plus vous aurez des risques que les décideurs dans les petites collectivités prennent des décisions qui ont des conséquences pour les autres. C'est-à-dire qu'il y aura des coûts d'interdépendance très élevés. Et donc on va avoir ici ce qu'on appelle les coûts d'interdépendance. On défend son petit beefsteak local et on ne tient pas compte des conséquences de ça pour les autres. Donc quand on fait la somme de ces deux coûts, eh bien, ça donne ce graphique-là, à peu près. C'est très joli, hein, c'est presque un verre, la coupe du Graal. Et vous voyez ici que l'arbitrage entre coûts d'information et coûts d'interdépendance, qui vont dans le sens inverse, vont nous donner un niveau optimal de décentralisation. Et que le problème, la façon de poser le problème est essentielle lorsque on s'attache au problème de décentralisation. Quel est le risque que ce que fait notre agent décentralisé, quel est le risque que ça ait des conséquences pour les autres? Quel est le risque, en revanche, qu'un agent centralisé ait une bonne information? Il a beaucoup de chances d'avoir une mauvaise information, surtout si elle passe par des niveaux intermédiaires, hein, par des millefeuilles. Comme ça, chacun à son tour change un peu l'information pour la rendre favorable à son avancement professionnel. Et à la fin, on se trouve avec un sommet qui a une très très mauvaise qualité d'information. Donc vous voyez, concevoir la décentralisation comme un arbitrage entre bonne information et éviter les risques d'interdépendance me semble une façon assez simple de voir le problème. Maintenant, comme disait Napoléon, pour la guerre, mais pour l'économie aussi, tout est un art d'exécution. Je vous remercie.